15. Vous avez été maire de Saint-Georges de Didonne aussi, si mes souvenirs sont bons. Euh, Vous avez quasiment, je le rappelle, exercé toutes les fonctions, maire, conseiller général, secrétaire d'État, ministre. Vous avez, comme on dit, l'expérience du terrain. Et cette expérience, elle vous incite à juger de quelle manière la politique d'éducation de l'actuel gouvernement et peut-être certaines de ces réformes, qu'il s'agisse du bac, qu'il s'agisse de la répartition entre enseignement public, enseignement privé. Vous savez, je suis politiquement libre. Je n'ai plus de carte dans une formation politique. Je me consacre entièrement à mon département et à l'Assemblée des départements de France. Je pense le plus grand bien de Jean-Michel Blanquer, l'éducation nationale. Je le connaissais avant. Je l'avais vu comme patron de l'ESSEC, travailler auprès de Gilles de Robien, d'un certain nombre de ministres. Je trouve ancien de l'enseignement catholique d'ailleurs. Comment? Oui. Ancien élève de l'enseignement absolument. catholique. Et Jean-Michel Blanquer est vraiment quelqu'un qui a envie de réformer positivement et sans dogmatisme. Donc j'apprécie sa position. Et si vous voulez, grosso modo sur le terrain, les problèmes actuels du gouvernement ou de l'État tiennent à souvent une mauvaise analyse ou une méconnaissance du terrain. On l'a vu durant cette première année du quinquennat où ici nous sommes au Congrès des maires de France. Les relations entre les maires, les départements, les régions et l'État n'ont pas été bonnes. Et c'est pas bon. C'est pas bon pour les collectivités, c'est pas bon pour l'État, car toutes les politiques sont en général co-construites et co-gérées. Et dans la crise actuelle, des gilets jaunes, enfin des événements que nous vivons ces jours-ci, on voit bien qu'il y a eu une méconnaissance du terrain, c'est-à-dire poursuivre une politique qui est bonne, politique de transition écologique, mais l'appliquer rudement au moment où les cours du brut font qu'elle devient impossible pour un certain nombre de gens. Donc je crois que quand on est au pouvoir, c'est arrivé à des gouvernements auxquels j'ai appartenu, d'avoir aussi ces déconnexions. Quand on est au pouvoir, il faut vraiment être en permanence via les corps intermédiaires que sont les organisations syndicales, les élus locaux, le monde associatif, même le monde religieux qui est à l'écoute du terrain. Il faut ressentir ce qui se passe, sinon on a des déconvenues politiques qui peuvent être graves. Une immense déconvenue des Français sur l'évolution de leur société a conduit à mai 68, après des réformes plutôt positives, mais à un moment d'extrême violence, et il faut toujours éviter les moments de violence. Sur l'école, ils ont plutôt l'air d'être effectivement d'accord. C'est important ce que vous disiez, c'est le sans dogmatisme qui est la bonne position, et notamment pour assurer cette j'allais dire, proximité, ou en tous les cas cette communauté d'intérêt entre un enseignement public, pour qui ça n'est pas forcément toujours très facile, un enseignement privé pour qui ça n'est pas non plus très facile, chacun n'ayant pas forcément les moyens qu'il aimerait avoir. Est-ce qu'il y a une recette peut-être, est-ce qu'il y a des choses à imaginer? La recette, c'est encore le terrain. Moi, je vois dans mon département, la Charente-Maritime, il y a 51 collèges publics, 10 collèges privés sous contrat. Nous menons exactement les mêmes politiques. C'est-à-dire que pour l'équipement du numérique, pour la modernisation des locaux, j'ai tenu, dès que j'ai été élu, à faire en sorte que les taux de subvention, les taux d'aide soient exactement les mêmes et qu'il n'y ait pas plus de tablettes dans le collège public que dans le collège privé d'à côté et que tout fonctionne ensemble. Nous avons créé, dans le cadre de l'ouverture à la citoyenneté, un conseil départemental des jeunes dans lequel sont représentés les collèges publics et les collèges privés à égalité, enfin en fonction bien sûr de leur nombre. Et quand nous lançons chaque année cette affaire, le directeur diocésain est là, comme le DAZEN, ce qui a remplacé les inspecteurs d'académie. Voilà, je pense que la laïcité, ça consiste à traiter les croyants, les non-croyants et les formes de croyance exactement de la même manière. Et moi, je suis dans le département de la laïcité, puisque le petit père Combes, il était sénateur-maire de Pont dans mon département, donc tout est parti de là, si j'ose dire. Et je fais un point d'honneur, comme la plupart de mes collègues présidents de département, à un traitement tout à fait égalitaire. Et il n'y a pas. Et ce qu'on dit d'ailleurs parfois, que les collèges privés font venir les enfants les plus favorisés, c'est pas le cas. Moi, je vois à Royan, où je suis conseiller départemental depuis de très nombreuses années, les familles en difficulté vont plus vers le collège privé, qui est d'abord situé dans un quartier en difficulté, plus que les enfants des BM qui vont partout. Voilà, donc l'enseignement privé, il est aussi égalitaire, et même parfois un peu plus, parce qu'il assure parfois
des prestations un peu supplémentaires que par manque de moyens, l'enseignement public ne peut pas faire. Je le rappelais au début de cet entretien, vous avez quasiment fait tout dans votre vie politique, de maire jusqu'à ministre. Et on parlait il y a quelques instants avec d'autres interlocuteurs de cette évolution de nos territoires, de l'apparition de communes nouvelles avec des fusions de communes, d'intercommunalités qui semblent prendre de plus en plus de place. Est-ce que, en matière d'enseignement, et notamment en matière d'enseignement catholique, est-ce que le lien qui existe entre la commune, le maire de la commune et les établissements, les représentants des établissements, qu'ils soient privés ou publics, est-ce que c'est en danger ou pas? Est-ce qu'il faut vraiment s'y accrocher mordicus? Il faut distinguer selon la nature de l'établissement. Quand vous êtes dans l'enseignement du premier degré, donc l'enseignement primaire, c'est vrai qu'il est préférable qu'une communauté de communes laisse la compétence aux communes. Et je vois dans mon département et ailleurs, des communautés de communes qui ont trop de compétences de fonctionnement, qui ne dégagent pas assez d'argent pour l'investissement et l'enseignement public, et des maires qui n'ont plus la compétence d'enseignement et qui sont réduits à être de simples officiers d'état civil ou de petits soldats dans les assemblées intercommunales. Donc à chaque fois que l'intercommunalité, moi je crois plus à l'intercommunalité de projet qu'à l'intercommunalité de fonctionnement. Ça c'est pour l'enseignement primaire de la responsabilité communale. Quand il s'agit des collèges, je souhaite que tous les départements, quelle que soit l'étiquette politique de leur majorité, et puis très souvent elles sont très diversifiées, et puis au département on vote les choses souvent 90% à l'unanimité. Il y a qu'au moment du budget parfois que les différences politiques peuvent se faire sentir sur des postures. Il faut là traiter tout le monde de la même manière, il en a de même pour les régions. Mais si on éloigne l'école de la commune, pour revenir à votre première question, Marc Tronchot, je pense que c'est pas bon pour l'école, pour les parents et pour les enfants. On a parlé ce matin de mixité sociale. Et quand on parle de mixité sociale, on s'aperçoit très vite que la principale cause de ségrégation, c'est d'abord le territoire, la ségrégation du territoire. Et quelles sont les orientations à prendre, les directions à suivre pour plus de mixité sociale dans nos établissements, étant entendu, comme vous le faisiez remarquer, que dans l'enseignement catholique, la mixité sociale, elle est peut-être presque plus développée qu'ailleurs. Oui, il faut faire attention à la France à deux vitesses. Christophe Guilly décrit si intelligemment. C'est vrai qu'il y a une France périurbaine, une France rurale qui ne va pas à la même vitesse. C'est d'ailleurs dans ces Frances-là que certains votes extrêmes se sont éminemment développés. On l'a vu aux dernières élections présidentielles législatives et on le reverra certainement malheureusement au printemps lors des élections européennes. Et c'est là où il n'y a pas toujours le transport public, on le voit bien actuellement avec l'affaire des Gilets jaunes, et où l'enseignement est sous-représenté. Enfin, l'enseignement, il est à la petite ville à côté, ou en milieu rural, au chef-lieu de canton qui a 5-6 000 habitants, qui a déjà des petits services urbains. Donc il faut faire très attention à ce qu'on organise bien le transport des élèves, qu'on organise bien les activités pour que les élèves qui ne sont pas dans l'hypercentre puissent faire comme les autres, des activités intellectuelles, des activités sportives, des activités culturelles, et qui n'en soient pas privés parce que le quart de ramassage de la région maintenant part à 16h30 et que le cours de théâtre est à 16h45. Voilà, donc il y a un effort à faire pour éviter qu'il y ait deux catégories d'élèves en fonction de la situation géographique de leurs parents et de l'éloignement qui est le leur du lieu d'enseignement. On a déjà en France des déserts médicaux. On peut imaginer, on peut craindre qu'il y ait un jour des déserts de l'éducation. Oui, il y a actuellement des départements qui ferment des collèges. Parce que quand vous avez un collège qui garde à peine 70 ou 100 élèves, très difficile d'avoir un corps éducatif à disposition et de bonne qualité. Les frais d'entretien des bâtiments deviennent énormes par rapport au nombre d'élèves. Et donc il y a actuellement des départements qui créent des collèges. Alors ça va de Mayotte, qui est une exception spécifique, à la Seine-Saint-Denis, au nord, aux grands départements, même des départements moyens de 500 000 à 600 000 ou 700 000 habitants, créent des collèges. Et puis il y a malheureusement des départements dont des zones se sont complètement vidées, qui sont en train de fermer des collèges. Et là, il faut faire très attention. Mais très franchement, mes collègues qui sont dans cette obligation de fermer des collèges ne le font pas par plaisir. Ils le font parce qu'ils ont un établissement, un local parfois ancien, qui coûte très cher,
Ils n'arrivent pas à trouver les profs. Et les parents ont envie, parce qu'ils veulent que l'enfant fasse une langue étrangère qu'on ne trouve pas dans le petit collège, qu'ils aillent dans un collège plus important. Donc il faut faire très attention au désert éducatif. Vous avez raison, Marc Tronchot, ça peut rejoindre les déserts médicaux. Et d'ailleurs, parfois, la cartographie peut être exactement la même. Dominique Bussereau, il y a un problème qui tient particulièrement à cœur à l'enseignement catholique, à d'autres bien évidemment, mais aussi à l'enseignement catholique, c'est celui de la prise en charge des mineurs non accompagnés. Et je sais que c'est aussi une thématique qui est très importante pour l'association que vous présidez, qui est l'Association des départements de France. C'est un drame humain. L'année dernière, 25 000 vrais mineurs sont venus, c'est-à-dire des gens qu'on a pu examiner, dont on a compris qu'ils avaient moins de 18 ans, mais il en est venu certainement le double, qui essayent de se faire passer pour mineurs pour pouvoir rester sur le territoire national. Et en 2018, on estime que nous accueillerons en vrais mineurs, si je me permettais l'expression, à la fin de l'année, 40 000. C'est un drame parce qu'il faut... Alors ils arrivent par des réseaux de passeurs. Ils ont été traités épouvantablement, violés, torturés, esclavagisés en Libye. Ils passent maintenant plutôt par le Maroc. Ils viennent de l'Afrique subsaharienne. Ils arrivent par l'Espagne. Là, il faut distinguer les vrais des faux. Ceux pour lesquels c'est un moyen d'outrepasser nos règles d'immigration. Et puis après, ces enfants-là, il faut les habiller, il faut les loger, il faut les nourrir. On manque de moyens d'hébergement. Alors on est en train de surcharger nos locaux spécifiques de l'aide sociale à l'enfance, où on met traditionnellement les enfants en difficulté, qui sont de plus en plus nombreux, parce que le nombre de divorces, de mauvais traitements, malheureusement, augmente dans notre société. Et après, il faut les former. Voilà, donc c'est une difficulté financière. Ça représentait 1,250 milliard pour les départements l'an passé. Ça représentera certainement plus de 2 milliards sur l'exercice budgétaire 2018. Mais plus que ça, c'est un drame humain parce qu'il faut bien les traiter, même si dans certains cas, ce sont des enfants qui ont été choisis par leur famille, le plus intelligent, le plus travailleur, le plus résistant, pour laquelle la famille a rassemblé de l'argent pour lui permettre de venir dans notre pays. Mais c'est quelque chose qui pose problème à la société française, aux départements, aux communes, et à tous les éducateurs et à toutes les associations sur le terrain. Et quelle place doit prendre l'enseignement catholique une fois que ces mineurs sont reconnus? Il peut être amené à les prendre en formation. En général, si vous voulez, il se dirige plutôt vers des formations professionnalisantes, type centre de formation d'apprentis, plutôt que de faire des formations classiques, collège ou lycée. Mais l'enseignement catholique et puis tout le monde associatif qui est autour de l'enseignement catholique a naturellement sa place dans le traitement humain et social de ces garçons. Je dis garçons parce que 95% sont de sexe masculin. Merci Dominique Bussereau. Merci d'être passé et d'avoir répondu à toutes ces questions. On se retrouve dans quelques minutes, peut-être une trentaine de minutes. Nous aurons rendez-vous avec le secrétaire général de l'enseignement catholique, M. Pascal Balmand. À tout à l'heure.